En 1982, General Motors était la plus grande entreprise automobile de la planète, avec plus de 700 000 employés et des usines sur 4 continents. Mais à l'intérieur des bureaux de la direction à Détroit, il y avait un problème dont personne ne voulait parler. Les jeunes acheteurs passaient devant les concessionnaires Chevrolet et Pontiac et rentraient chez eux au volant de Hondas et de Toyotas. Les importations japonaises étaient plus petites, moins chères, plus économes en carburant et construites avec une qualité que la gamme de voitures compactes de General Motors ne pouvait tout simplement pas égaler. Chaque année, l'écart se creusait. Et chaque année, la part de marché de General Motors dans le segment des petites voitures diminuait un peu plus. Alors comment le plus grand constructeur automobile du monde a-t-il réagi? Pas en réparant ce qui était cassé, mais en démolissant tout et en repartant de zéro. C'était en 1982, quand le président de General Motors, Roger Smith, a tiré 99 employés de tous les recoins de l'entreprise, des designers, des ingénieurs, des ouvriers d'assemblage, du personnel marketing, tous issus de différentes divisions et dotés d'une seule mission: construire un nouveau type de voiture américaine capable de rivaliser directement avec ce que le Japon faisait de mieux. Pas un rafraîchissement d'un modèle existant, pas un nouveau niveau de finition sur une vieille plateforme. Un véhicule entièrement nouveau, construit dans une usine entièrement nouvelle, vendu d'une manière entièrement nouvelle. Ce groupe est devenu connu en interne sous le nom des 99. Pendant 2 ans, ils ont travaillé dans un secret quasi total, repensant tout ce que General Motors avait tenu pour acquis sur la façon dont les voitures devaient être conçues, assemblées et livrées aux clients. Le 7 janvier 1985, General Motors a rendu la chose officielle. La Saturn Corporation était née, non pas comme une sous-marque nichée sous Chevrolet ou Pontiac, mais comme sa propre entreprise indépendante. Le premier nouveau nom de marque que General Motors avait créé depuis 1918. Le financement initial s'élevait à 150 millions de dollars, mais l'investissement total finirait par grimper à près de 5 milliards de dollars. General Motors ne s'amusait pas avec un projet secondaire. C'était le pari le plus coûteux de l'histoire de l'industrie automobile américaine. Pour l'usine, General Motors a choisi Spring Hill, dans le Tennessee, une petite ville entourée de collines vallonnées et de fermes d'élevage, à environ 65 km au sud de Nashville. 800 hectares de terres agricoles ont été défrichés pour le site, et l'usine était si bien intégrée dans le paysage qu'on pouvait passer sur la route la plus proche, sans jamais savoir qu'elle était là. Des vaches broutaient encore sur les collines, au-dessus de la chaîne de montage, et Saturn vendait en fait le lait, avec un bénéfice. Si cela ressemble à un détail d'une autre époque de l'industrie américaine, c'est parce que c'en était une. À l'intérieur de l'usine, tout fonctionnait différemment de n'importe quelle autre usine de General Motors dans le pays. Les ouvriers étaient organisés en petites équipes autogérées qui pouvaient arrêter la chaîne de production à tout moment s'ils repéraient un problème de qualité. Les superviseurs n'avaient pas de bureau privé. Tout le monde mangeait ensemble dans une seule cafétéria. Les employés devaient nettoyer leur espace de travail, et si quelqu'un voulait repeindre un mur dans sa section, on lui donnait le temps de le faire. Le contrat avec le syndicat United Auto Workers faisait moins de 5 pages, dans une entreprise où les accords sociaux s'étendaient habituellement sur des centaines de pages. Les réclamations étaient résolues en moins de 48 heures. C'était une culture d'usine fondée sur le respect mutuel. Et pour les ouvriers qui se sont engagés, beaucoup d'entre eux étant des vétérans de General Motors, venus d'usines marquées par des décennies de relations sociales conflictuelles, la différence était immédiatement évidente. Mais rien de tout cela n'aurait eu d'importance si la voiture elle-même ne valait pas la peine d'être achetée, et les ingénieurs de Saturn le savaient. La première voiture de Saturn ne ressemblait à rien d'autre sur les routes américaines. Les ingénieurs ont construit la carrosserie autour d'un châssis spatial en acier, puis ont boulonné des panneaux extérieurs en polymère thermoplastique, le genre de matériau qui rebondissait après un impact au lieu de se déformer. Si vous cogniez la portière d'une Saturn contre un chariot de supermarché sur un parking, il ne se passait rien. Pas de bosse, pas d'éclat de peinture, pas de passage chez le carrossier. Ces panneaux en polymère résistaient aussi à la rouille, ce qui, dans les parkings couverts de sel du Midwest, où l'hiver ronge l'acier en quelques saisons, comptait bien plus que n'importe quel chiffre sur une fiche technique. Sous le capot,
Saturn a développé son propre bloc moteur en aluminium moulé au sable et une transmission propriétaire que l'entreprise a appelée Smart Gearboxé. Ce n'était pas une voiture assemblée à partir de pièces restantes de Chevrolet. De fond en comble, c'était quelque chose de nouveau. La première Saturn, une berline SL Bordeaux avec un intérieur beige, est sortie de la chaîne de montage de Spring Hill le 30 juillet 1990. C'était précisément le même jour où Roger Smith prenait sa retraite en tant que président de General Motors. Il n'a jamais eu l'occasion de conduire la première voiture sortie de la chaîne lui-même, comme il l'avait promis des années auparavant, mais la voiture était réelle et le public l'a remarqué presque immédiatement. Mais une bonne voiture seule n'a jamais été le but de Saturn. Ce qui se passait chez le concessionnaire était tout aussi important que ce qui sortait de la chaîne de montage. Les salles d'exposition Saturn fonctionnaient différemment de toutes les autres en Amérique. Il n'y avait pas de marchandage. Le prix affiché sur l'étiquette était le prix que vous payez. Un point, c'est tout. Le personnel de vente était formé pour répondre aux questions et construire des relations, pas pour exercer de la pression ou appliquer des techniques de financement trompeuses. Quand un acheteur quittait enfin le concessionnaire avec sa nouvelle Saturn, toute l'équipe s'alignait dehors et applaudissait. Certains trouvaient ça gênant, d'autres trouvaient ça rafraîchissant. Pour une génération d'acheteurs automobiles qui avaient toujours redouté l'expérience chez le concessionnaire, Saturn offrait quelque chose qui ressemblait davantage à de l'honnêteté. Le slogan résumait cela parfaitement. Un autre genre d'entreprise automobile. Et pendant un temps, c'est exactement ce que c'était. Saturn a vendu plus de 286 000 véhicules en 1994, un chiffre qui a stupéfié même les optimistes au sein de General Motors. En mai 1995, la millionième Saturn avait quitté la chaîne de montage de Spring Hill. Les propriétaires ne se contentaient pas d'apprécier leur voiture, ils devenaient des ambassadeurs de la marque. Ils collaient des autocollants Saturn sur leurs vitres arrière et parlaient de leur expérience d'achat à leurs voisins. Des clubs de propriétaires se sont formés à travers le pays, sans aucune initiative de l'entreprise. Puis Saturn a fait quelque chose qu'aucun constructeur automobile n'avait jamais tenté. En 1994, la marque a invité chaque propriétaire de Saturn dans le pays à une fête de retrouvailles à l'usine de Spring Hill. Des dizaines de milliers de familles se sont présentées, beaucoup ayant traversé plusieurs États avec leur Saturn chargée de chaises de jardin et de glacières. Ils ont campé sur le terrain de l'usine, visité la chaîne de montage, rencontré les ouvriers qui avaient construit leur voiture et sont restés pour des concerts et des barbecues sur les collines du Tennessee. C'était en partie une réunion de famille, en partie un pèlerinage. Aucun constructeur automobile avant ou depuis n'a réussi quoi que ce soit de semblable. Et pendant un bref et étrange moment, une entreprise automobile avait réussi à bâtir le genre de fidélité que les marques de luxe passent des décennies à essayer de fabriquer. Saturn était aussi en avance sur son temps d'une manière que la plupart des gens ont oublié. En 1996, les concessionnaires Saturn sont devenus le point de vente de la General Motors EV1, le premier véhicule électrique moderne de General Motors. Bien que la EV allait devenir par la suite sa propre histoire controversée, le fait que General Motors ait choisi le réseau de concessionnaires Saturn pour vendre une voiture électrique en dit long sur la façon dont la marque était perçue. Saturn, c'était là où vous alliez, quand vous vouliez quelque chose de différent de Detroit. Mais le succès même qui rendait Saturn spécial en faisait aussi une cible au sein de sa propre maison mère. Les autres divisions de General Motors se battaient pour des ressources et l'attention de la direction depuis des décennies. Pontiac, Oldsmobile, Buick et Chevrolet fonctionnaient toutes sur des plateformes vieillissantes avec des designs recyclés. Et maintenant, cette marque insolente, à peine âgée de 5 ans, absorbait des milliards d'investissements pendant qu'elle se débrouillait avec des miettes. La politique interne chez General Motors était impitoyable et Saturn, malgré toute sa bonne image publique, n'avait plus que très peu d'alliés au sein de la direction. La retraite de Roger Smith en 1990 a marqué le début d'un lent délitement. La nouvelle direction de General Motors voyait Saturn moins comme une expérience audacieuse, méritant d'être protégée, et davantage comme une dépense extravagante qui devait commencer à être rentable. Pendant ce temps, le bureau national du syndicat United Auto Workers a fait pression sur la section locale de Spring Hill
pour qu'elle abandonne son accord social unique et se conforme au contrat standard qui régissait toutes les autres usines de General Motors en Amérique du Nord. La culture de coopération qui avait rendu l'usine spéciale a commencé à s'éroder de l'intérieur. Cette décision semblait mineure à l'époque. Elle ne l'était pas. Si vous appréciez cette plongée dans l'histoire de Saturn, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Nous couvrons l'histoire automobile et des récits de l'industrie automobile comme celui-ci chaque semaine. Ce qui est arrivé ensuite est la partie qui frustre encore les passionnés de Saturn aujourd'hui. Au lieu d'investir dans une deuxième génération de véhicules conçus par Saturn, General Motors a fait un calcul différent. La direction a décidé que Saturn n'avait plus besoin de ses propres plateformes. L'argent serait mieux dépensé en partageant les pièces et l'architecture entre plusieurs marques. Du point de vue du tableur à Detroit, c'était parfaitement logique. Pour les gens qui avaient adhéré à la promesse de Saturn, c'était une trahison au ralenti. Le premier avertissement est arrivé en 2000, avec la Saturn série L. En apparence, cela ressemblait à une prochaine étape logique. Saturn avait besoin d'une berline intermédiaire pour concurrencer la Toyota Camry et la Honda Accord. Mais la série L n'avait pas été conçue à Spring Hill. Elle était basée sur l'Opel Vectra, une berline de la division allemande de General Motors, et assemblée dans une usine vieille de plusieurs décennies dans le Delaware, qui avait construit des Buicks et des Oldsmobile depuis les années 1940. La voiture a été lancée avec les panneaux en polymère caractéristiques de Saturn sur les portières, mais pour le reste, rien ne rappelait vraiment une Saturn. Les ventes étaient modestes, les critiques étaient tièdes, et pour la première fois, le mot rebadgage a commencé à apparaître dans les conversations au sujet de la marque. 3 ans plus tard, General Motors a remplacé la bien-aimée série S par la Saturn Ion. Construite sur la même plateforme Delta que la Chevrolet Cobalt, la Ion partageait ses moteurs et ses transmissions avec une demi-douzaine d'autres produits General Motors. Le groupe Motopropulsor, propriétaire de Saturn, le bloc en aluminium moulé au sable et la transmission intelligente, tout cela avait disparu. L'intérieur de la Ion a été particulièrement critiqué pour son tableau de bord monté au centre, une disposition originale qui a dérouté plus de conducteurs qu'elle n'en a séduit. C'était censé être le successeur spirituel de la voiture qui avait lancé un mouvement. On avait plutôt l'impression d'une excuse. Et compenser les clients fidèles de Saturn quand ils sont entrés dans un salon d'exposition et ont réalisé que la voiture devant eux était construite avec des pièces restantes de Chevrolet. Beaucoup d'entre eux ont pensé exactement ce à quoi vous vous attendez. Ils ont fait demi-tour et sont sortis. Le schéma s'est répété sur chaque gamme de modèles. Saturn a lancé le View, un multisegment, en 2002, partageant ses soubassements avec le Chevrolet Equinox. Le monospace Relay est arrivé en 2005 en tant que Chevrolet E-Plander rebadgé avec de la tôle légèrement différente. Dès 2007, presque chaque véhicule sur les parkings des concessionnaires Saturn était une version à peine déguisée de quelque chose que General Motors vendait déjà sous un autre nom. La berline Aura roulait sur la même plateforme que la Chevrolet Malibu. La Astra à Ion était une Opel importée avec un badge Saturn collé sur le coffre. Même les panneaux en polymère, la seule caractéristique qui avait rendu Saturn instantanément reconnaissable sur n'importe quel parking, avait été discrètement abandonnée sur la plupart des modèles plus récents. Cependant, le chapitre le plus étrange du déclin de Saturn n'était pas le rebadgage en lui-même. C'était ce qui s'est passé quand les voitures rebadgées se sont avérées compétitives. Certaines de ces Saturnes tardives étaient en fait de bonnes voitures. L'Aura a remporté le titre de voiture nord-américaine de l'année pour 2007. Le Roadster Skyé était rapide, séduisant et agréable à conduire sur une route sinueuse. Mais aucune d'entre elles ne portait l'identité qui avait amené 40 000 personnes à un pique-nique d'usine dans le Tennessee. Les propriétaires fidèles de Saturn voyaient bien ce qui s'était passé, et beaucoup d'entre eux sont discrètement passés chez Honda et Toyota, les marques mêmes que Saturn avait été créées pour combattre. En 2008, les ventes annuelles de Saturn étaient tombées en dessous de 190 000 unités, en baisse de plus de 30% par rapport au pic du milieu des années 90. Le modèle de prix sans négociation avait perdu sa nouveauté, les concurrents ayant adopté des approches transparentes similaires. Les panneaux de carrosserie en polymère avaient été supprimés sur la plupart des modèles, et la culture d'usine unique de Spring Hill avait été diluée pour ressembler à n'importe quelle autre usine d'assemblage de General Motors dans le pays.
Tout ce qui avait un jour rendu Saturne différente avait été systématiquement supprimé. Puis la crise financière mondiale est arrivée, et tout ce qui restait de l'élan de Saturne s'est évanoui du jour au lendemain. General Motors, qui perdait des milliards en pertes trimestrielles, s'est rendu à Washington pour supplier le gouvernement de lui accorder un plan de sauvetage. Le directeur général Rick Wagner s'est assis devant le Congrès et a présenté un plan de survie centré sur 4 marques principales: Chevrolet, Cadillac, Buick et General Motors aussi. Tout le reste était sacrifiable. Saturn, aux côtés de Pontiac, Hummer et Saab, était mise sur la sellette. Est-ce qu'une marque qui avait un jour inspiré 40 000 personnes à camper dans une usine pouvait survivre à une restructuration pour cause de faillite? Cela semblait peu probable. Mais Saturn a eu une dernière chance de survie. Roger Penske, le légendaire magnat de la course automobile et l'un des plus grands exploitants de concessions du pays, s'est présenté avec une offre de rachat de la marque. Son plan était ambitieux. General Motors continuerait à fabriquer des véhicules Saturn jusqu'en 2011, pendant que Penske chercherait un partenaire à long terme pour fournir les futurs modèles. Après cela, Penske gérerait Saturn en tant que distributeur indépendant, s'approvisionnant en véhicules auprès d'un autre constructeur automobile. Pendant quelques mois durant l'été 2009, il a semblé que Saturn pourrait effectivement s'en sortir. 350 concessionnaires et environ 13 000 employés attendaient la confirmation. Puis, le 30 septembre 2009, Penske s'est retiré. L'accord s'est effondré après que le partenaire de fabrication non identifié, dont on disait largement qu'il s'agissait de Renault, a rejeté l'accord d'approvisionnement en véhicules au niveau du conseil d'administration. Sans source garantie pour de futures voitures, il n'y avait plus de marque à sauver. Il n'y avait pas de plan B. General Motors a annoncé qu'elle mettrait fin aux opérations restantes de Saturn et fermerait tous les concessionnaires d'ici octobre 2010. 350 points de vente à travers le pays ont commencé à préparer leur dernière vente. Les derniers véhicules Saturn sont sortis des chaînes de montage fin 2009, vendus avec de fortes remises lors d'une liquidation qui ressemblait plus à une veillée funèbre qu'à une célébration. Les clients qui avaient autrefois été applaudis pour avoir acheté une Saturn fouillaient maintenant dans les restes d'une vente de liquidation. 25 ans après que Roger Smith s'était tenu devant les caméras et avait promis un autre genre d'entreprise automobile, l'expérience était officiellement terminée. L'usine de Spring Hill n'a pas fermé cependant. General Motors a reconverti l'installation et aujourd'hui elle construit des véhicules utilitaires sport Cadillac et des véhicules électriques. Les chaînes de montage tournent toujours. Les ouvriers pointent toujours chaque matin, mais le nom Saturn n'apparaît nulle part sur le site. Ce que Saturn a prouvé pendant une brève et bien précise fenêtre, c'est que les Américains étaient prêts à faire la queue pour acheter une petite voiture construite sur le sol américain si l'expérience leur semblait honnête. Des panneaux anti-boss, des prix fixes. Une fête de retrouvailles à l'usine où l'on pouvait serrer la main de la personne qui avait soudé votre châssis. Rien de tout cela n'était compliqué. C'était simplement respectueux. Et pour beaucoup de gens, cela suffisait. Alors quelle est la vraie leçon de Saturn? Ce n'est probablement pas une question de voiture du tout. C'est une question de ce qui se passe quand une grande organisation construit quelque chose de nouveau à partir de zéro, le regarde réussir, mais le démantèle ensuite lentement parce que l'ancienne façon de faire les choses est plus facile à gérer. La question qui demeure n'est pas vraiment pourquoi Saturn a échoué. Les voitures étaient solides, les clients étaient fidèles, et le concept avait fait ses preuves sur le marché. Ce qui persiste est quelque chose de plus difficile à répondre. Pourquoi l'entreprise qui a créé Saturn n'a-t-elle pas pu la laisser tranquille assez longtemps pour lui permettre de devenir ce qu'elle avait toujours été destinée à être?